Bonsoir à tous. D'abord, je veux remercier coup de chapeau à Anne et à Fabien Gaffet qui ont eu la gentillesse de me proposer de participer à ce cours ce soir. Un coup de chapeau aussi à Clémence qui est derrière la caméra actuellement et qui s'est occupé de monter les extraits que vous verrez tout à l'heure. Et un coup de chapeau aussi à Quentin qui est en cabine et qui lancera les extraits au fur et à mesure de mon exposé. Je suis content de vous voir aussi nombreux et je suis toujours très ému de parler dans ce lieu, à plus forte raison pour parler de Claude Miller, car Fabien et Anne ont eu l'excellente idée de consacrer sur l'ensemble des cours du vendredi soir, en relation avec ce cycle sur le cinéma français des années 80. Il y a une soirée, un cours, celui-là, qui est consacré à un film. C'est tout de même un bel hommage d'avoir choisi Mortelle Randonnée comme film peut-être symbolique des années 80. On pouvait en choisir d'autres. Et de ce fait-là, je vais essayer de rendre hommage au maximum à ce film. Pourquoi ce film? Parce que peut-être incarne-t-il une certaine tendance du cinéma des années 80 au cinéma français. On va voir si c'est tout à fait le cas. Mais c'est aussi un film qui échappe à son époque d'une certaine manière. C'est un film qui date de 1983. Il est sorti en 1983. Je crois qu'il est à la fois représentatif d'un certain courant de son époque, et je crois qu'il échappe à son époque à tel point que aujourd'hui, les années passant, à plus forte raison, certaines polémiques que le film avait pu faire lever à cette époque-là, certaines polémiques sont, je crois, relativement éteintes, et le film apparaît comme, vous avez eu raison de le choisir, comme un joyau de la décennie des années 80, et sans doute comme un des chefs-d'œuvre de Claude Miller. J'ai intitulé mon cours « Mortelle Randonnée, l'œil ou le look ». Alors, dans ce choix, peut-être un peu mystérieux, il y avait deux intentions. La première, c'est le mot « look », puisque le mot « look » se trouve dans le programme de ce cycle. France, années 80, le cinéma soigne son look. Qu'est-ce qu'on entend par « look » ? Tout le monde connaît l'expression. Ça regarde du côté d'une certaine forme d'imagerie, d'une société du paraître, peut-être d'une forme d'américanisation de l'image dans les années 80. Ça regarde aussi du côté de l'esthétique, et ça on va beaucoup en parler ce soir, de la publicité, de l'esthétique du clip qui a irrigué le cinéma français dans les années 80. Bref, le mot look a peut-être une connotation soit améliorative, soit péjorative. Péjorative parce qu'à ce moment-là, on insiste beaucoup sur le caractère image publicitaire, image clip, mais ça peut être aussi une façon de renouveler une imagerie. Mais dans l'intitulé de ce cours, je vérifie le titre du cours, c'est Mortelle Randonnée, l'œil ou le look, il y a surtout une allusion très particulière, très ciblée. C'était tout de suite l'angle d'attaque que j'ai eu lorsque Anne et Fabien m'ont proposé de parler de Mortelle Randonnée dans le cadre de ce cycle. Une allusion donc à un article qui a été un article très important à l'époque, donc à la sortie du film, qui est un article paru, dans une revue de cinéma très importante, les Cahiers du cinéma, et d'autre part, signé d'une des plumes les plus importantes des années 80, Serge Danet. Serge Danet avait intitulé sa critique dans les Cahiers du cinéma en avril 1983, L'œil et le look. Donc j'ai remplacé l'œil et le look par l'œil ou le look, et puis j'ai mis un point d'interrogation, ce qui invitera à entrer en débat avec les thèses, les attaques, car c'est un article très négatif, très violent contre Mortelle Randonnée, malgré une certaine forme de gentillesse et puis l'esprit extrêmement brillant de Danet. Donc il y aura une volonté d'entrer en discussion avec cet article et ce que cet article représentait dans le discours qui était tenu à l'époque sur Mortelle Randonnée par certains critiques, pas par la totalité des critiques. En un mot, l'œil et le look, disait Danet, s'était posé l'hypothèse que le film de Claude Miller était un symptôme. On verra tout à l'heure, dans la dernière partie du cours, je vous montrerai l'article et on lira quelques lignes ensemble. L'idée que l'œil et le look, c'était l'association du vieux cinéma à la française, repeint aux couleurs du look, c'est-à-dire aux couleurs de l'imagerie années 80, du début des années 80, une imagerie de publicité et une imagerie de clip. Un film dans lequel l'argent, le grand spectacle se voyait, et donc une imagerie qui était condamnée très violemment
par Danet et par un certain nombre de ses confrères. C'est, ma foi, faire peut-être beaucoup d'honneur, malgré le talent et l'aura de Danet en France et à l'étranger, que de faire reposer le présupposé de ce cours sur un article négatif contre Mortelle Randonnée, parce que, ma foi, il y a eu tout de même beaucoup d'articles très élogieux. Mais si je le fais, c'est parce que ce papier émanait d'un des critiques les plus importants de sa génération, très brillant, qui a renouvelé la théorie du cinéma, certaines options de théorie du cinéma. C'est parce que ce papier en a influencé d'autres, et parmi les échos critiques négatifs que Mortelle Randonnée a essuyé en mars 83, avril 83, revenait un peu le même type d'argumentaire. C'est parce que cette idée s'est imposée aussi dans l'esprit du cinéaste lui-même, Claude Miller. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais Miller avait lu le papier de Danet. Il avait été très touché par ce papier et par les arguments qu'employait Danet. Et ça a sans doute une petite forme de conséquence sur la suite de sa carrière. Cette thèse s'est aussi répandue dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire lorsque vous ouvrez aujourd'hui des ouvrages sur le cinéma français des années 80, Mortelle Randonnée apparaît comme, pour des gens qui ne sont pas du tout de la même école de pensée ou ce genre de choses, apparaît comme un film emblématique un peu dans la lignée de la thèse de Danet. Enfin, pourquoi prendre cet article comme porte-drapeau ou porte-drapeau à l'envers? Tout simplement parce que cet article est très faux et très injuste, est très inexact. Il développe une argumentation dont je vais dire tout de suite que ça relève plus d'un amalgame qu'autre chose. Et donc c'est aussi peut-être pour rendre une forme de justice, ça c'est mon côté chevalier blanc, pour rendre une forme de justice peut-être à ce film que personnellement je considère comme un des plus beaux films de Miller, incontestablement. Et c'est donc pour moi l'occasion aussi, puisque Claude Miller nous a quittés il y a 6 ou 7 ans, bientôt 7 ans, c'est pour moi l'occasion de rendre hommage à un cinéaste qui n'est pas particulièrement à la mode, qui est un peu oublié de l'histoire du cinéma français, qui a donné au cinéma français une succession de chefs-d'œuvre absolus, et les années 80 en est particulièrement nette, puisque vous avez en moins de 10 ans successivement Garde à vue, Mortelle Randonnée, L'Effronté, La Petite Voleuse, c'est-à-dire que ça n'est pas n'importe quoi dans une filmographie, et donc j'ai très très grand plaisir à lui rendre hommage ici ce soir. Alors, comment on va s'organiser? J'ai découpé, comme je suis un petit peu, Anne l'a dit tout à l'heure, je suis un petit peu prof par ailleurs, j'ai découpé en 3 parties, comme un bon prof, mon propos, tout en sachant que je m'adresse à certains d'entre vous qui ont déjà vu 25 fois Mortelle Randonnée, d'autres qui n'en ont jamais entendu parler. Donc on va essayer de trouver un juste milieu pour tout le monde. Mon premier propos, ça sera de contextualiser le film, tout simplement, puisque je vais parler d'un film, tant qu'à faire, autant situer Miller et Mortelle Randonnée dans sa décennie, dans sa génération. La partie centrale, on regardera ensemble des extraits à travers un certain nombre d'axes qui sont des axes de polémique contre le film en 1983. Et la dernière partie de mon propos consistera à lire avec vous, on va faire un peu d'explication de texte, à lire avec vous l'article qui est très court, qui est fait 2 pages, l'article de Danet, et à observer quel est l'argumentaire précis. Donc il faudra patienter jusqu'à dans la dernière partie de ce cours pour que j'entre dans le vif du sujet, même si auparavant j'aurai l'occasion d'évoquer en réalité un certain nombre de cibles que l'on trouve dans les attaques de l'époque. Donc, premier temps, pour le moment sans illustration, les illustrations vont venir après, je voudrais situer ce film, c'est-à-dire replacer Mortelle Randonnée et Claude Miller dans sa génération, dans son contexte, dans la mesure où, dans l'article de Danet, autant le dire tout de suite, c'est un angle d'attaque qui est complètement absent, c'est-à-dire que tout se passe comme si Claude Miller et, alors quels sont les grands noms du cinéma du look à l'époque, en 1983, c'est Benex, Jean-Jacques Benex avec Diva, La Lune dans le caniveau n'est pas encore sortie, Besson n'a pas encore tourné son premier film, enfin son premier film va sortir bientôt, et Subway ça ne vient après, et Léos Carax, on va garder en mémoire ces 3 noms, 3 films assez différents mais très représentatifs des années 80, Benex, Besson et Carax.
n'ont pas encore, sauf Benex, n'ont pas encore donné leur premier long métrage. Et tout se passe comme si Danet faisait une espèce d'amalgame. Ce qui m'amène à dire, soyons clairs, ce qui m'amène à situer Miller dans sa génération. Miller appartient à une génération différente des noms que je viens de citer. Il appartient à une génération de cinéastes qui ont une quarantaine d'années au début des années 80, puisqu'on est au tout début des années 80, quarantaine d'années qui sont tous nés pendant la guerre. J'ai la liste, elle n'est pas exhaustive, mais vous allez voir tout de même que ça fait une jolie famille. Bertrand Blier, Bertrand Tavernier, Claude Miller, André Téchiné, Jean-Jacques Hano, Alain Corneau, Jacques Doyon. Vous voyez, ça fait tout de même du beau monde dans le cinéma français, relativement varié d'ailleurs. Ils sont tous nés entre 1939 et 1944. Donc ça veut dire qu'ils ont tous, à la fin des années 70, au début des années 80, ils ont tous environ la quarantaine, ils viennent de la passer, ils vont la passer. On va ajouter un petit Benjamin, mais qui fait partie de la même génération, qui est Patrice Lecomte, qui est né 2-3 ans après, qui est né en 1947. Or, tous ces cinéastes que je viens de citer ont la particularité d'être devenus des cinéastes publics et reconnus du grand public dans la décennie d'avant, c'est-à-dire au milieu des années 70. Si on reprend rapidement, pour certains, c'est leur premier long métrage. L'Horloger de Saint-Paul en 1974 pour Tavernier, La meilleure façon de marcher en 1976 pour Miller, Souvenir d'enfance pour Téchiné en 1975, c'est son deuxième film, je n'entre pas dans le détail. La victoire en chantant pour Jean-Jacques Hano, France Société Anonyme pour Alain Corneau. Le cas de Doyon est un petit peu particulier, mais ce sont tous, dans les années 74, 75, 76, ce sont tous des cinéastes globalement de la même génération, à quelques années près, qui connaissent, et Les Valseuses évidemment, deuxième film de Bertrand Blier en 74, sont tous des cinéastes qui ont, à partir de ce moment-là, une visibilité. Et c'est un des points sur lequel je reviendrai en parlant de l'article de Danet tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils entrent à leur façon, chacun à sa façon, ils entrent dans un système et d'une certaine manière, ils prennent une forme de pouvoir dans le cinéma français de l'époque par rapport à leur génération. Si vous reportez ça par rapport aux 3 autres noms que j'ai cités tout à l'heure, qui sont eux aussi très représentatifs des années 80, Benex, Besson et Carax. Benex, lui, est un garçon qui est né dans les années 40, un peu après la guerre. Il a mis très longtemps avant de faire son premier film, Diva, en 80. En revanche, Carax et Besson, c'est une toute autre génération, puisqu'ils sont nés respectivement Besson en 59, Carax en 60. Donc vous voyez que on n'est pas du tout dans le même type de, ne serait-ce que de culture, que de formation, ce genre de choses. La deuxième chose à dire, c'est Miller lui-même dans cette génération. Alors peut-être raconter un petit peu son parcours. Il a eu un parcours très traditionnel. Ce qu'on peut lui reprocher, ce que certaines tendances de la critique peut lui reprocher, à savoir qu'il a fait une école de cinéma, l'IDEC, comme beaucoup d'autres. Il a été assistant pendant de nombreuses années avant de pouvoir monter son premier film. Assistant, ça c'est intéressant, non pas dans le tout venant du cinéma commercial, mais assistant chez Bresson, assistant chez Jean-Luc Godard pour 2 films, et surtout devenant un des collaborateurs les plus fidèles de François Truffaut. Il travaille avec Truffaut pendant 7-8 ans, pour aller vite, de Baiser volé jusqu'à l'histoire d'Adèle H. Donc c'est intéressant que ce garçon qui sera pris comme cible par la revue qui avait été jadis la revue de Truffaut, est un ami, évidemment, un collaborateur et un ami de Truffaut. Truffaut, d'ailleurs, lui rend un très bel hommage au moment de la sortie de La meilleure façon de marcher en signant un papier dans la presse pour saluer le fait qu'il a perdu un collaborateur technique, mais que, dit-il, le cinéma français y a gagné un cinéaste. Il passe par le court-métrage, bien sûr, des courts-métrages qui sont très influencés par Godard. Les premiers courts-métrages de Miller sont pleins de tics godardiens. On imite un certain nombre de figures qui sont les figures des films de Godard dans les années 65, 66, 67. Et puis, il passe au long-métrage avec La meilleure façon de marcher, un film personnel, un film très très personnel sur un scénario personnel. Et c'est le succès. Avant Mortelle Randonnée, il en tourne encore 2 autres. Je vais vous dire un petit mot de Garde à vue dans un instant. Mais La meilleure façon de marcher, puis Dis-tu que je l'aime, qui a tout de même un certain nombre de liens avec un film comme Mortelle Randonnée.
et puis Garde à vue. Et Garde à vue marque vraiment son entrée dans la cour des grands. Garde à vue, c'est intéressant, c'est 1981, donc c'est très peu de temps avant Mortelle Randonnée. Il fait partie donc de notre décennie des années 80, et c'est un triomphe absolu. À l'époque, un triomphe, avec 2 millions d'entrées, on faisait un triomphe. Aujourd'hui, 2 millions d'entrées, franchement, ça commence à être un succès. Avec 2 millions d'entrées, à l'époque, c'était un véritable triomphe. Et à partir de ce moment-là, il a une reconnaissance, retenons cela, il a une reconnaissance, la critique passe son temps à dire parmi la génération de Miller, c'est pas gentil pour les autres, c'est le cinéaste le plus passionnant, le plus intéressant, le plus en vue, etc., etc. Donc du coup, ça peut apparaître aussi comme une cible. Une dernière chose à dire pour caractériser Miller, on pourrait en parler évidemment longtemps, c'est sa cinéphilie. Alors vous me direz, la cinéphilie, depuis que la cinéphilie existe, c'est relativement banal, hein. Il y avait des cinéphiles dans les années 20, on n'a pas attendu les années 50 ou les années 60 pour avoir des cinéphiles. Donc une cinéphilie, un de ces mordus de cinéma, de jeunes gens, quand il avait 15 ans, quand il avait 20 ans, il voyait autant de films qu'il pouvait voir dans la journée. Il est tombé dans la cinéphilie comme Obélix dans la marmite de la potion magique, tout petit, quand il a 5-6 ans. Il y a une fascination, ça c'est quelque chose qu'il a beaucoup redit dans des entretiens, une fascination pour l'image. Il dit, les premières fois que j'ai vu des films, où j'avais 3-4 ans, dans mon petit cinéma de banlieue, je recevais ça comme un choc absolu. C'était un garçon d'un milieu modeste. Et ce qu'il voyait sur l'écran, il dit même que ça provoquait comme une sorte d'extase pré-sexuelle. Et c'est intéressant à retenir par rapport à ce que la fascination pour l'image, en particulier pour le cinéma américain, le cinéma américain en couleur qui découle dans les années 50, le cinéma de genre, cette fascination se retrouve d'une certaine façon dans le jeu que Miller va mettre en œuvre avec l'image dans Mortelle Randonnée. Alors, peut-être aussi parce que Danen ne le fait pas, on ne va pas accabler Danen tout de suite, je serai beaucoup plus sévère tout à l'heure par rapport à l'argumentation de Danen lorsqu'on aura ensemble les lignes sous les yeux, mais il y a aussi un aspect que la critique de Danen n'a pas prise du tout en compte, c'est la dimension historique du film. Alors, il est vrai qu'on ne peut pas non plus tout reprocher à toutes les époques. Il est vrai qu'au début des années 80, la critique ne s'intéressait pas forcément massivement à ce qui aujourd'hui est devenu extrêmement courant, qui est l'histoire de la fabrication des films, ce que d'un terme un peu technique, un peu savant, on appelle la genèse des films. Quelle est l'origine d'un projet, avec qui ça se monte, quel est le producteur, est-ce qu'on change de producteur, comment les comédiens arrivent, quels sont les techniciens. Il faut se reporter, je vous parle d'il y a presque 40 ans. Aujourd'hui, c'est extrêmement banal. Vous achetez un DVD, vous avez tout de suite une interview avec le metteur en scène et l'acteur peut-être, mais aussi le scénariste, mais aussi le directeur de la photo, etc. etc. Reportez-vous il y a 40 ans en arrière, c'était assez peu fréquent, et je dirais même pour ouvrir le champ culturel, il faut attendre la fin des années 80, début des années 90 pour que ça commence à se répandre. Et aujourd'hui, aussi bien dans la profession qu'à l'université, on s'intéresse à tous les métiers du cinéma et donc à cette dimension historique qu'il y a. Raison pour laquelle j'ai besoin tout de même de vous raconter un tout petit peu l'histoire. Non pas le résumé, ça c'est ma deuxième partie, ça va venir, mais l'histoire de Mortelle Randonnée. Mortelle Randonnée est indissociable de Garde à vue. Garde à vue, c'est la grande rencontre avec Michel Audiard. Et là encore, j'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, en 2019, Michel Audiard, plus personne ou presque ne dit du mal de Michel Audiard. Enfin, dans certains milieux cinéphiliques, c'est même un dieu absolu. Il faut se reporter il y a 40 ans. Et il y a 40 ans, si vous étiez un cinéphile, Michel Audiard, c'était poids caca, c'était l'horreur, c'était du cinéma commercial, etc., etc. Il y avait quelques films qui émergeaient, mais quand vous étiez un cinéphile vraiment pur et dur, Michel Audiard n'était pas du tout apprécié. Je dis ça en particulier pour les plus jeunes, parce que ça peut leur paraître très, très étonnant. Miller lui-même, en commençant à travailler sur Garde à vue, qui était une commande, on lui avait dit, dans la commande, il y a Michel Audiard. Il avait beaucoup hésité, parce qu'il était comme tous les cinéphiles de sa génération, on se méfiait. Ils se sont finalement très très bien entendus. Je ne vais pas vous raconter en prime l'histoire de Garde à vue. Ils se sont très bien entendus, et d'autant mieux entendus qu'à l'arrivée, ça donnait un triomphe. Or, Michel Audiard lisait tout ce qui paraissait et tout ce qui allait paraître
Donc, alors que Miller est encore en train de travailler sur Garde à vue, Michel Audiard tombe sur un roman américain, traduit sous le titre Mortelle randonnée, d'un romancier américain qui s'appelle Mark Behm, qui est donc le romancier dont Mortelle randonnée sera l'adaptation. Il lit ce livre, comme il aime bien Miller, il lui dit « Regarde ce que j'ai trouvé, moi j'adore ce livre, est-ce que ça t'intéresse de l'adapter avec moi ?» Miller lit le livre, trouve le livre sublime. Alors en un mot, c'est quoi Mortelle randonnée de Mark Behm? Ça se passe dans les années 50, c'est une espèce de travelogue, de travelling, un peu à la Lolita. Il y a un côté un peu de Nabokov, avec l'histoire d'un vieux détective qui se trouve à enquêter sur une jeune criminelle, et puis il tombe fasciné par cette criminelle, et puis il la suit pendant 10 ans, tout au long des États-Unis, et il projette sur elle, il l'aide, évidemment il n'entre pas en contact avec elle, il cache les cadavres, etc., etc. La fille lui arrive d'innombrables aventures, et surtout il projette sur elle le souvenir de sa propre fille, qui est morte. Et donc, il y a une espèce de transfert d'identité. C'est un roman très, très fascinant. C'est un roman un peu shakespearien, un peu nabokovien. Michel Audiard est dans la dernière période de sa carrière. Il est l'un des plus grands écrivains pour Audiard, c'est Céline, c'est Louis-Ferdinand Céline. Et il tombe complètement amoureux de ça. Il dit, moi, de toute façon, j'en ferai un scénario. Miller lui dit, écoute, je ne sais pas comment tu te débrouilleras, je te laisse faire. Audiard lui dit très bien, je fais ça avec mon fils, le jeune Jacques, qui à l'époque a 29 ans, qui est encore simplement le fils de son père, qui travaille un tout petit peu dans le cinéma, qui n'a encore signé aucun scénario. Et le père et le fils, pendant l'été 81, écrivent ensemble le scénario, à deux, dans une jubilation apparemment, ce sont les témoignages de Jacques Audiard, dans une jubilation totale, avec tout de même dans et je suis obligé d'insister dessus, dans cette écriture à quatre mains, le souvenir du frère aîné de Jacques, qui s'est tué quelques années auparavant en voiture, et dont Michel Audiard ne s'est jamais remis. Or, il y a une histoire de paternité difficile, une histoire de fille morte, la fille du détective. Donc, il y a cet ancrage-là très profond qui fait qu'ils vont jusque-là. Et puis, pour eux, le détective, c'est l'ami intime de Michel Audiard, c'est Michel Serrault. Et Jacques Audiard raconte, c'est une anecdote amusante, Jacques Audiard raconte que une fois le scénario terminé, il apporte le scénario à Michel Serrault, et au moment où il s'approche de son hôtel particulier à Neuilly, il se frappe le front en disant « Mais Michel, lui aussi, a perdu une fille il y a 2 ans dans un accident de voiture et ne s'en est pas remis. » Il téléphone à son père en disant « Mais on est complètement fou, on va aller proposer ce scénario à Michel, étant donné le rôle que ça représente, etc. » Audiard lui dit « T'inquiète pas, tu peux le faire. » Il l'offre à Serrault et Serrault, évidemment, accepte immédiatement d'endosser le rôle. Vous verrez, gardez ça en mémoire quand tout à l'heure vous verrez une des scènes les plus bouleversantes du film. Avec Michel Serrault, ça vous reviendra en mémoire. Miller se fait lire le scénario, se fait donner le scénario une fois qu'il est écrit, et il se dit quel con. Alors je le cite parce que c'est ce qu'il m'a dit tel quel en 1985, lorsque pour la première fois je l'ai interviewé et qu'on a parlé de Mortelle randonnée. Je le cite, quel con, pourquoi j'ai laissé passer un scénario comme ça. Je vous passe les étapes qui lui ont permis de récupérer le scénario. Quel producteur? Le producteur de Garde à vue, le grand Alexandre Mnouchkine et son ami Dansiger pour les films Ariane. Finalement, Mnouchkine n'en veut pas. Alain Sard, un jeune producteur très, très, très brillant. Il n'a pas 30 ans. Il a déjà produit des films de Sautet, de Polanski, de Téchiné, de Blier. Il accepte. Et puis finalement, quand Miller prend le train en marche, Miller arrive avec un autre producteur avec lequel il voulait faire un projet. Il avait un grand projet d'un film avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu aux États-Unis, qui voulait tourner aux États-Unis. Et le film aurait été produit par le patron du cinéma publicitaire de l'époque, Charles Gassot, qui dirige la plus grande agence de cinéma publicitaire, Téléma, depuis les années 70, et qui rêve d'entrer, de faire ses premiers pas dans le cinéma de fiction. Et donc Gassot rachète
le scénario à Alain Sard. Et ce rachat, l'entrée de Charles Gassot dans la production de Mortelle Randonnée est une excellente chose pour la suite, mais va coûter cher d'une certaine façon dans la représentation de ce qu'est Mortelle Randonnée. Vous verrez que Serge Danet parlera de Charles Gassot. C'est quand même très très réel. Alors que d'habitude, on ne parle pas forcément d'un producteur, à plus forte raison dans un article des années 80. Tête d'affiche, Michel Serrault, le détective. Isabelle Adjani. Pourquoi Isabelle Adjani? Parce que Miller la connaît bien, il l'a connue chez Truffaut, c'est une amie. Parce que c'est la star du moment, parce qu'elle tourne 2 à 3 films par an, parce que quelques mois plus tôt, elle a eu le prix d'interprétation à Cannes pour 2 films, un doublé, prix d'interprétation à Cannes, début de l'année 82 et encore un César, un film que vous passez demain, je crois, Possession. Donc allez voir Adjani, après Adjani dans Mortelle Randonnée, allez voir Adjani dans Possession, vous verrez, c'est pas triste. Bref, c'est le personnage du moment et par ailleurs, c'est le personnage du rôle, c'est-à-dire une jeune femme très élégante, une jeune femme capable de changer de visage, de changer de look peut-être, et de proposer toute une batterie de ses capacités. J'y reviendrai lorsque je parlerai plus en détail d'Adjani. Il faut dire un mot tout de même de l'équipe technique, qui n'a rien à voir avec les films de la jeune génération qui va suivre, parce que l'équipe technique, c'est lié aussi au look, c'est-à-dire par exemple l'image, par exemple les décors, et par exemple le montage. Image, décor, montage, on pourrait parler d'autres postes encore, joue un rôle très important dans le look, le fameux look, l'œil et le look de Mortelle Randonnée, ou le look de Subway, ou le look de Diva, ou le look de Boy Meets Girl, bref, des autres films des années 80. À l'image, Pierre Lhomme, un des plus grands chefs opérateurs de sa génération. C'est pas la génération de Miller, c'est la génération d'avant. Pierre Lhomme, il a commencé à la fin des années 50, début des années 60. Il a tourné avec tout le monde, aussi bien avec Marguerite Duras, avec Jean Eustache, donc un certain type de cinéma peut-être, et puis aussi bien avec des gens comme Patrice Chéreau ou Jean-Paul Rapneau, et avec Miller. Miller le connaît depuis Dites-lui que je l'aime, et donc ils font affaire pour une image, Pierre Lhomme étant quelqu'un qui aime énormément travailler la belle image. On le voit, ça sera le futur chef opérateur, par exemple, de Cyrano de Bergerac, de Rapneau. Au décor, un petit nouveau pour Miller, mais pas si nouveau que cela, ni plus ni moins que le décorateur attitré de François Truffaut, Jean-Pierre Cohut-Zvelko, décorateur attitré de Téchiné également. Donc vous voyez comme les marques ne sont pas forcément étanches, hein, dans la mesure où pour Danet, Miller fait un cinéma qui est très différent du cinéma de Téchiné, ou réciproquement. Cohut-Zvelko que Miller donc connaît depuis très très longtemps, et Cohut-Zvelko a cet avantage d'aimer travailler aussi bien en studio, il y a du studio dans Mortelle Randonnée, et en décor naturel, et quand on lui donne un décor naturel, il le repeint aux couleurs voulues par le scénario et par le cinéaste. Pas repeindre forcément avec le pinceau à la main, mais il sait adapter. Et la particularité du travail de Cohut-Zvelko, j'aime bien parler de Cohut-Zvelko parce que c'est une personnalité très 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 attachante et très très étrange aussi, c'est que c'est un travail qui ne se voit pas. Tous ceux qui ont travaillé avec Cohut-Zvelko, lorsqu'ils entrent dans le décor en disant mais il a fait quoi, Jean-Pierre? Il n'a rien fait du tout, et en fait il a métamorphosé quelque chose sans qu'on s'en rende compte. Au montage, hein, là encore, parmi les attaques contre le montage clip, le montage un plan par seconde, etc. Alors au montage, excusez du peu, c'est ni plus ni moins que l'immense Albert Georgenson, c'est-à-dire même génération que Pierre Lhomme, donc pas du tout un petit jeune qui adore les vidéoclips, même génération que Pierre Lhomme, il a débuté à la fin des années 50, c'est le monteur attitré d'Alain Resnais. Donc au niveau du look publicitaire, on fait pire, ou on fait mieux, je ne sais pas. Le monteur de films grand public, Gérard Houry. Hein, si les films de Gérard Houry ont ce rythme, c'est notamment grâce à Albert Georgenson, ou encore le monteur d'Yves Boisset. Donc vous voyez quelle équipe, hein. Allez chercher chez Carax, Besson, Benex, vous ne trouverez pas du tout ce type, il y a un renouvellement des équipes. Là, ça a aussi un sens, hein. Ça a un sens générationnel, et la volonté chez Miller de s'entourer d'un certain nombre de professionnels qui sont de très 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 grands professionnels. Pourquoi Miller a-t-il flashé sur le livre Mortelle Randonnée, sur le scénario Mortelle Randonnée? Comme ça va être une des critiques les plus
légère de Danet, il faut s'arrêter un instant dessus tout de suite, parce qu'il est exactement dans son élément thématique, je le dis de façon très très simple, celui que l'on connaît dans son cinéma depuis La meilleure façon de marcher. Ça repose sur un secret, La mortelle randonnée. Isabelle Adjani a un secret, quelle a été son enfance, pourquoi elle est devenue meurtrière, après quoi court-elle. Le détective a un secret, à savoir qu'est-ce qui est arrivé entre lui et sa femme, qu'est-ce qui est arrivé à sa propre fille. Le thème du secret est un thème qui parcourt toute la carrière de Miller. Vous savez sans doute qu'en 2007, il tourne un de ses derniers grands films à succès qui s'appelle justement Un secret. C'est un film sur le transfert d'identité. Si vous avez vu soit Garde à vue, soit La meilleure façon de marcher, vous savez que la question de qui je suis exactement, quelle est mon identité, la fascination pour l'autre, celui qui a l'air puissant, celui qui a l'air beau, celui qui... Ça, c'est un thème très, très, très millérien. Ça se trouve dans le roman de Mark Baim et dans le scénario des Audiards. Le caractère obsessionnel, des personnages obsessionnels, c'est le cas dans La meilleure façon de marcher, c'est beaucoup le cas dans Dites-lui que je l'aime. Le personnage incarné par Gérard Depardieu dans Dites-lui que je l'aime est un personnage obsessionnel et qui se met en danger jusqu'au tragique. Eh bien, on peut dire que et Adjani et Serrault, je vais peut-être d'ailleurs donner leur nom tout de suite, sont des personnages obsessionnels. Serrault, le détective, s'appelle L'Œil. Et le personnage d'Adjani, la jeune femme, s'appelle Catherine Léris. Donc retenons pour le moment le prénom de Catherine. Il y a le thème du voyeurisme. Le détective est photographe. Il adore prendre des photos, à la fois parce que c'est son métier, et puis parce qu'il voit à travers l'œil de son appareil photo, il voit la réalité. Et là, c'est une métaphore qui est même peut-être un peu transparente par rapport à la métaphore d'un cinéaste. Et puis il y a un côté road movie. Ça, c'est certain que c'était un autre aspect qui tentait beaucoup Miller, de pouvoir se promener à travers, alors non pas les États-Unis, mais à travers l'Europe. Donc le scénario a été écrit de telle façon qu'on puisse aller en Belgique, en Allemagne, en Italie, sur la côte d'Azur, sur la côte atlantique, etc. Et ça, c'est quelque chose qui tente beaucoup Miller. Et il faut bien le dire, qui tente quelqu'un qui a un énorme succès derrière lui, Garde à vue, et qui veut se passer toutes ses envies. Ses envies, c'est quoi? Ses envies, c'est de ne pas manquer d'argent, de pouvoir avoir les 2 stars qu'on lui offre, de pouvoir rendre hommage à toute sa cinéphilie, rendre hommage au cinéma américain, rendre hommage à un des dieux, qui est un dieu pour d'innombrables cinéastes, Alfred Hitchcock, le Hitchcock des années 50, le Hitchcock des grandes héroïnes hitchcockiennes, Grace Kelly par exemple, ou Eva Marissin, toutes ces grandes actrices américaines qui l'ont fasciné et qu'il va projeter sur le personnage d'Adjani, d'où les différents changements de visage d'Adjani dans le film. Retenons bien cette idée-là, qu'il y a cette cinéphilie très très forte. Et donc, pour lui, visualiser Mortelle randonnée, c'est pas du tout chercher à faire du clip ou faire de la publicité. C'est infuser dans ce film, et Pierre Lhomme va beaucoup l'aider, infuser dans ce film tout son amour du cinéma de fiction, du cinéma, et notamment du cinéma en technicolor américain des années 50. Je passe très très vite sur l'histoire même de la fabrication du film. C'est globalement Titanic. C'est-à-dire qu'ils partent avec de très gros moyens, mais comme le film coûte très cher, les moyens disparaissent rapidement. Et Gassot, qui ne veut pas manquer son premier film de cinéma, Gassot s'endette, joue au casino, paraît-il, pendant le tournage, pour avoir des rallonges. Ils ont réduit le plan de travail. Or, il faut aller de Bruxelles à Baden-Baden, de Baden-Baden à Nice, de Nice à Biarritz, de Biarritz à Paris, et ensuite il faudra aller en Italie, à Rome. Ils ont fait un plan de travail tellement court qu'au bout de 3 jours, ils doivent quitter Bruxelles, ils n'ont pas fini de tout faire. Et bref, au bout de 10 semaines de travail intense, ils ont tourné les 2/3 du film, il manque un tiers. Donc il y a une espèce de course contre la montre comme ça. Toute l'équipe dit on continue, on va tourner le scénario entier. Le monteur dit ne faites pas ça, moi j'ai tout ce qu'il me faut, vous faites une bêtise. Il continue comme ça, donc un tournage qui est long, mais qui va jusqu'au bout. Le bateau ne coule pas non plus complètement.
Et puis Gassot a une très mauvaise idée qui est qu'il y a un film concurrent avec Adjani à l'époque, qui est L'été meurtrier. Elle a tourné 2 films l'un derrière l'autre. D'abord L'été meurtrier au mois de juillet-août, et ensuite Mortelle randonnée en août, septembre, octobre, novembre, décembre. Gassot veut sortir avant L'été meurtrier. Donc il presse tout le monde. Ils travaillent comme des fous à la fin de l'année. Le monteur est furieux. Il se met en pétard d'ailleurs, parce que Georges Janson avait un caractère pas facile. Et donc, probablement que le film n'a pas eu le temps de prendre du recul. C'est un film qui est long, c'est un film qui fait 2 heures, qui est très très riche, qui est bien sûr une histoire policière, mais qui est une histoire policière avec vraiment des accents intimistes. Un film qui est parcouru par une voix off, qui est la voix off du détective, avec une héroïne qui change de visage tous les quarts d'heure, parce qu'elle change d'identité, elle change d'amant, elle change de victime. Donc ça fait un film qui est tout de même complexe et qui peut-être aurait eu besoin d'avoir un peu plus de temps, et puis un peu plus de temps aussi pour le vendre au public et pour le vendre à la presse. Or, globalement, ils ont terminé, le film était tout frais, il sortait du mixage et de l'étalonnage, etc. On l'a montré à la presse, 2 semaines après, il sortait dans les salles. Alors, il est sorti dans les salles, faut tout de même, c'est pas un fiasco, hein, faut pas exagérer. Il se trouve que ça fait moitié moins que Garde à vue. Alors, comme ça fait moitié moins que Garde à vue, ça apparaît comme un film qui marche mal. Et comme il a coûté beaucoup plus cher que Garde à vue, ça apparaît aussi comme un film qui marche mal. Gassot, avec beaucoup de courage, va payer les dettes de Mortelle randonnée pendant des années, jusqu'à ce qu'il ait l'idée géniale de faire travailler Étienne Chatilliez et de permettre à Chatilliez de faire ses premiers films, puisque Gassot sera le producteur des films de Chatilliez, et il se renflouera à ce moment-là. Et la presse, elle est partagée. Bien sûr, tout à l'heure, on parlera de la critique de Danet ou de certains de ses camarades, mais un grand nombre de... Miller était tellement déçu par l'échec de ce film qu'il était convaincu que toute la presse avait tiré dessus, et en fait, c'est inexact. Un grand nombre compare le film, alors excusez du peu, Louis-Ferdinand Céline, Bergman, Clouzot, Hitchcock, Becker. Quand on lit la revue de presse de l'époque, on est impressionné par les éloges dans une partie de la presse. Et puis une autre partie de la presse est très très critique autour d'un mot, c'est du cinéma publicitaire, c'est le look du cinéma publicitaire, mélangé avec des vieux scénarios glauques comme Duvivier ou comme Clouzot pouvait en tourner dans les années 50. On reverra ça en détail tout à l'heure. Voilà, vous savez à peu près à quoi ressemble Mortelle randonnée. Il me reste, pour ceux qui ne le connaissent pas, à vous le raconter en images. On va faire ça dans un instant. Et donc, c'est la partie centrale de ce cours. Je voudrais observer un certain nombre d'extraits autour de quelques entrées qui sont les entrées un peu polémiques par rapport à l'imagerie de ce film. Donc, deuxième temps. Que j'intitule L'œil contre le look, pour continuer à jouer sur les mots, c'est-à-dire passer en revue quelques-uns des aspects de l'esthétique du look qu'on a pu reprocher à Mortelle randonnée et voir quelles sont les réponses que Mortelle randonnée y apporte. Alors cela dit, pour commencer, je vais vous raconter un petit peu l'intrigue cette fois-ci pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le film. Et donc, je vais demander à Quentin, au fur et à mesure, de vous projeter des images fixes dans l'ordre du film, des images fixes des visages de Catherine Léris, puisque le principe, c'est que donc du début à la fin, Catherine Léris change de visage, elle change même de nom, elle change de visage, elle change de coiffure, elle change d'habit, elle change d'amant. Et donc on va se promener, ce qui vous permettra d'avoir un peu ce visage, puisque bien sûr Isabelle Adjani joue ce rôle si important dans le film, et elle sera aussi une des cibles de critique. Donc Quentin, si on pouvait voir la première, la voilà, c'est ça. Donc je vous présente Lucie Brentano. Vous êtes au début du film, L'œil vient de faire connaissance avec elle, il l'a suivie. Elle est avec un amant, il l'a suivie pendant la nuit. Le lendemain matin, il la voit en train de faire du bateau sur un étang, sauf qu'elle enfonce un cadavre ficelé comme un saucisson dans l'eau. Il va voir dans la chambre où elle dormait avec l'amant et elle découvre que la chambre est pleine de sang. Donc c'est le premier meurtre. On lui a fait une tête, un look de jeune étudiante parisienne, bien sage, bien sous tout rapport, et qui vient d'assassiner son premier amant et ensuite de le couler dans un étang.
Deuxième visage. Le deuxième visage, c'est Ève Granger. Je n'ai pas besoin de regarder mon anti-sèche. Ève Granger, vous voyez qu'elle a changé tout de même. Là, c'est le look du top modèle. Isabelle Adjani, bien sûr, a participé au dessin et au costume de chacun de ses personnages. Là, vous la voyez assise, vous la verrez debout tout à l'heure et marchant comme un top modèle. Elle a regagné Bruxelles et elle est en train de prendre l'avion pour s'envoler, tout simplement parce que, troisième image, elle a un mariage qui l'attend à Monte-Carlo. Donc le lendemain, elle est à Monte-Carlo. Là, elle s'appelle Dorothée Ortiz et elle épouse un jeune homme de bonne famille qui est interprété par Patrick Bouchité, que vous ne verrez pas. Elle vient de se faire offrir, vous voyez, de superbes pendentifs, des émeraudes aux oreilles. Et une fois qu'elle aura passé une partie de la nuit avec son jeune mari, elle l'assassine, l'enferme dans un placard et disparaît avec les bijoux de la famille. Quatrième... Nous sommes dans l'ordre, hein, bien sûr. Quatrième visage, voici Ariane Chevalier. Ariane Chevalier, Miller dit, c'est une prostituée de luxe, c'est une prostituée de palace. Ariane Chevalier, elle se promène dans les palaces, dans les stations thermales. Là, elle est à Baden-Baden. Et puis, elle essaie de ramasser des amants ou éventuellement des amantes, puisque à Baden-Baden, c'est une jeune femme qui va lui faire du gringue. Elles vont passer la nuit ensemble. Et puis, comme la jeune femme s'appelle Cora, vous allez revoir Cora tout à l'heure, mais en mouvement. Comme Cora a des bijoux, et bien évidemment, Ariane Chevalier va voler les bijoux. Et puis, on verra ce qu'elle peut faire avec Cora. Image suivante. Elle revient à Bruxelles et elle comprend que la police est à ses trousses, parce que c'est vrai qu'à force d'assassiner des gens un peu à droite et à gauche, même si l'œil nettoie autant qu'il peut nettoyer derrière elle, ça laisse tout de même quelques traces, en particulier le tout premier qui s'appelle Paul Hugot. Ses parents sont aux abois. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rend à la gare de Bruxelles et elle se déguise en héroïne hitchcockienne. C'est un mélange de Grace Kelly, d'Eva Marissin, de Vertigo, enfin, une espèce de mélange de tout ça. Elle porte pas de nom d'ailleurs parce qu'elle ne va pas rester habillée comme ça pendant longtemps, juste le temps de rencontrer un voyageur, un bel aveugle qui porte de belles lunettes noires, qui est interprété par Sami Frey, qui est un richissime architecte italien, italo-suisse. Il lui dit qu'il part à Rome. Elle lui répond, tiens, ça tombe bien, moi aussi je pars à Rome. Elle part à Rome avec lui. Mais, image suivante, la voilà en Charlotte Vincent. Donc, une fois qu'elle est à Rome, elle abandonne la parure hitchcockienne. Elle est comme ça. Miller lui a dit, pour Charlotte Vincent, qui est le seul moment où Catherine tombe amoureuse, mais vraiment amoureuse. De Forbes, c'est l'homme de sa vie. Et elle n'a pas du tout envie de l'assassiner. Il est très riche, ce qui ne gâte rien. Elle n'a pas du tout envie de l'assassiner, et même elle a envie de l'épouser, mais cette fois-ci vraiment pour l'épouser. Miller dit à Adjani, pour le maquillage, pour la coiffure, pour l'habillement, fais comme si tu t'habillais, tu te coiffais, tu te maquillais pour l'homme que tu aimes. Ce qui est tout de même très joli. Donc là, vous avez Adjani au naturel, ou du moins Adjani tel que Adjani veut se représenter pour l'homme qu'elle aime vraiment dans la vie. Seulement, là, vous n'avez pas de chance. Vous la voyez au moment où l'œil, qui commence à devenir un peu jaloux, parce que là, il a compris qu'elle aime vraiment un homme, comme l'œil devient un peu jaloux, parce qu'il la prend pour sa fille, mais finalement, il est aussi un peu fasciné par elle. Il est un peu amoureux d'elle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse l'aveugle sous un autobus et l'aveugle meurt. Image suivante. Eh bien oui, forcément, comme on vient de lui tuer l'homme de sa vie, Miller l'appelle la veuve noire. Donc elle a repris sa voiture, elle a quitté Rome, elle fuit en direction de la France, elle fuit en direction de Biarritz, et donc elle est là au volant de sa voiture, perruque bien sûr, lunettes noires. C'est Adjani qui s'est amusée à se faire ce look. Alors bien sûr, elle s'est fait ce look qui est un look de caricature. Elle ne va pas le garder très longtemps, juste le temps de ramasser au passage une petite complice qui fait de l'autostop. Et ensuite, avant-dernière image, voilà Catherine Léris. On sait maintenant, arrivé à ce moment-là dans le film, on sait que ces jeunes femmes aux différents visages étaient une petite délinquante, née au début des années 60, née à Bobigny, une délinquante de rien du tout, qui n'a pas fait grand-chose, sauf que, évidemment, depuis, elle a fait tout ce que je vous ai raconté.
Voilà son vrai visage. Elle est à Biarritz, elle va cambrioler un certain nombre de choses, l'œil la suit toujours, et puis les choses se gâtent, se gâtent, se gâtent, elle ne rencontre plus d'homme, elle est seule, d'abord avec une complice, puis elle perd sa complice dans une attaque de banque. Bref, elle fuit, elle fuit, elle fuit, elle fuit jusqu'au nord de la France, à Charleville, parce que Audiard, parmi ses grands auteurs de passion, il y a Rimbaud. Et Charleville, c'est la ville de Rimbaud. Donc si Audiard décide qu'elle va jusqu'à Charleville, c'est parce que c'est la patrie de naissance de Rimbaud. Et puis elle finit par retourner à Bobigny. Et la voilà dans son dernier visage. Vous la reverrez tout à l'heure. Le dernier visage, Quentin. Merci. Le tout dernier visage de Catherine Léris, c'est dans ce visage, c'est avec ce visage que le film se terminera. Un visage inspiré d'une part d'un film de Téchiné, Barocco. Très volontairement, il y a une reprise notamment de la coiffure, mais surtout, et c'est une des caractéristiques des looks différents d'Adjani tout au long du film, elle rajeunit. L'une des courbes de Mortelle Randonnée, c'est que le personnage de Catherine Léris, peu à peu, alors que le temps passe, puisque l'action s'écoule sur environ 2 ans, plus on avance dans le temps, plus en fait, elle acquiert un visage d'enfant. Étant donné ce que raconte le film, pour l'œil, la recherche de sa propre fille, c'est une courbe qui est tout de même très très intéressante. Voilà, vous savez à peu près comment, vous savez à peu près ce qui se passe dans le film, quelle est la courbe du film. Là, nous sommes quelques instants avant la fin, mais rassurez-vous, le passage qui va avec cette image, vous l'aurez dans un instant, enfin pas tout à fait dans un instant, mais vous allez pouvoir le voir en extrait. Alors, je voudrais m'arrêter sur 2-3 entrées par rapport au look. Je voudrais qu'on parle du décor, de l'utilisation des espaces, parce que ça a été vraiment une tarte à la crème tout au long des années 80. Hein, dans quel espace on tourne, souvent des espaces assez extravagants. Repensez par exemple au décor de Diva, entre le loft, la boîte de nuit, etc. Repensez au décor de Subway. Donc, quels sont les décors qu'il emploie? Je ne vais pas énumérer les décors ici, je vais vous montrer assez vite un extrait. On parlera aussi de la musique, parce que la musique est parfois un aspect qui n'est pas particulièrement épinglé par les adversaires de l'imagerie des années 80, et je crois qu'il y a des choses à dire. Et puis, on parlera de la représentation du polar. C'est un polar, Mortelle Randonnée, et je vous montrerai une scène dans laquelle il y a à la fois quelque chose qui est assez représentatif du polar Mortelle Randonnée et du montage. Et puis, on terminera la promenade dans les extraits en parlant plus particulièrement d'Adjani, qui est tout de même l'image phare de ce film. Donc, les décors. L'un des reproches, c'est ce sont des décors de pub, ce sont des décors comme on en voit dans les clips, ce sont des décors irréalistes ou alors hyper réalistes, ce sont des décors de luxe pour une raison toute simple. C'est un publicitaire qui a fait ce film, qui a financé ce film, donc il faut que l'argent se voit, il faut que les décors soient très très visibles. La réponse, c'est que c'est le scénario qui veut cela. Le scénario, c'est l'histoire d'une décadence, d'une jeune fille née en banlieue, qui va de palace en palace, de fils de famille en fils de famille, de milliardaire en milliardaire, qui par définition habitent dans des décors de rêve. Donc toute une première partie du film, à peu près la première heure, met à contribution des espaces naturels qui ont été repérés par Miller sur des albums de photographie. Il l'a cherché un peu partout, il a lancé les hommes qui ont travaillé avec lui pour rechercher des lieux qui sont particulièrement cinégéniques. Et une des villes qui est particulièrement cinégénique, c'est Bruxelles, en particulier parce qu'il y a toute une esthétique art déco. Donc vous verrez un certain nombre, on en apercevra un petit passage à un moment donné, un grand hôtel de Bruxelles où on voit tout le décor art déco. Mais ça, c'est particulièrement, c'est nettement marqué par rapport à la première période de Catherine, la période où elle évolue dans de beaux costumes, avec des hommes qui sont riches et dans de beaux endroits. Mais j'ai préféré vous montrer un autre décor. Je vais introduire et après on lancera, Quentin, l'extrait. Un décor à Baden-Baden. Hein. C'est le 3e épisode. L'œil la poursuit dans une ville thermale. Baden-Baden, c'est une ville d'eau, c'est une ville de palace, c'est une ville de luxe, c'est une ville sans doute un petit peu superficielle.
ce sont des décors que Miller connaît bien parce que quand il ne tourne pas de long métrage, il tourne des publicités parce qu'il faut bien vivre, parce qu'il faut aussi garder le métier. Du moins, c'est comme ça qu'il l'explique. Et il était spécialisé chez Téléma pour les publicités pour une eau minérale. Donc, il aimait bien tourner, il aime bien les stations thermales. Il avait même un projet de film qui s'appelle La Java, dont l'action devait se dérouler dans une station thermale. Et le début de l'épisode Baden-Baden, c'est ce que vous allez voir dans un instant. C'est l'archétype. Enfin, ça donne raison à Danet. Absolument. Je vais vous laisser découvrir. C'est un extrait qui est pas très très long, qui fait 2-3 minutes. Je vais vous laisser découvrir comment est représenté Baden-Baden pour la première fois. Soyez sensibles par ailleurs tout de même à l'humour, parce qu'il y a tout de même Audiard qui est là derrière, à l'humour de certaines situations ou à l'humour de certaines répliques. Donc on est au tout début de l'épisode de Baden-Baden. On ne savait pas qu'on y arrivait auparavant. Et l'œil est en train de téléphoner à sa patronne. Il lui raconte n'importe quoi, bien sûr, parce que s'il devait lui raconter ce qui lui arrive, ça fait longtemps que la patronne lui aurait envoyé les flics. Donc il lui raconte n'importe quoi. Il écrit une carte postale à sa fille, parce que le spectateur est convaincu pendant très très longtemps que la petite Marie, la vraie fille, qu'elle est toujours vivante. Donc il lui envoie des cartes postales. Une espèce de vieille curiste qui passe par là, qui est un peu amoureuse de Serrault. Et puis, vous allez voir qu'il y a Adjani qui passe comme une sorte d'ange noir par derrière. Je vous laisse découvrir ça. Quentin ? Ma petite fille chérie, j'ai fait une croix pour que tu saches où habite ton papa, qui pense bien à toi. Vous écrivez à Marie? Oui. La petite supporte difficilement nos séparations, et d'un autre côté, il faut bien que sa mère la voie de temps en temps. Vous devriez leur envoyer une photo avec votre gel là-bas. Ça vous va très bien. Oui, ça me va bien. Avez-vous lu l'horoscope? Il est excellent. Oh, vous voyez, je tombe dans vos manies. Capricorne, ne vous agitez pas en vain. Les choses viennent à vous. Vous ferez de nouvelles rencontres. Vous serez très entouré. Amour, amour, amour. Post-scriptum. Prends garde. Les forces du mal montent vers toi comme des araignées. À ce soir, mon ami. Là, vous avez typiquement ce qui peut donner raison aux détracteurs, c'est-à-dire une imagerie extrêmement voyante, avec de la fantaisie, une station thermale, dans laquelle il y a une cabine téléphonique jaune en plein air, un piano blanc, une cantatrice, une diva, une soprano qui est en train de chanter du Schubert, un piano et une clarinette, des curistes qui sont des mannequins. Vous avez vu la taille des curistes, hein, le travelling qui passe en revue ces espèces de filles qui semblent sortir de Vogue ou de Playboy ou que sais-je, qui ont été convoyées par Gassot, par avion spécial de Paris à Baden-Baden. Il paraît que ça a défrayé la chronique dans le Grand Hôtel lorsqu'ils ont vu arriver 50 filles qui faisaient 1,80 m sur 50 kg. Je ne vous raconte pas les anecdotes, mais apparemment, c'est pas triste. Bref, des curistes qui ne font pas très curistes, mais qui, comment ne pas voir, qu'ils entrent, d'abord que ce sont des silhouettes, des statues, des artifices. Ils sont peut-être très beaux, mais ils sont tout de même relativement ridicules. Ils jouent à la balle, ils font du cheval, ou alors ils regardent des magazines, ou alors on marche pour aller vers la table pour... Il y a de la part de Miller, alors là c'est très très clair, une autoparodie de ce qu'il fait pour Gassot quand il fait des films Vittel. Voilà, c'était la marque, quand il fait des films Vittel. C'est-à-dire qu'il réutilise le look qu'il connaît bien, qui est le look publicitaire, pour le mettre en
pastiche, en parodie, en autodérision, parce que c'est une des qualités de Miller, c'est l'autodérision. Et ça contraste avec quoi? Quelque chose de tout à fait différent, qui est l'intimisme. L'intimisme de la voix off. L'intimisme du mensonge intérieur qu'il est en train d'écrire à sa petite fille, dont nous apprendrons à la fin du film qu'elle est morte. En plus, pour se taper un pot de colle, la curiste qui contraste tant avec, et d'ailleurs le travelling montre bien, hein, on voit cette silhouette de curiste qui passe au milieu de ces gracieuses dames. Et rappelez-vous la fin de la séquence, le mini-gag de Serrault se mettant à suivre Catherine et qui rabasse sa capuche comme s'il était un moine. Bref, vous avez, avec très peu de choses, tout un humour qui traverse. Prendre cette scène-là au premier degré et dire c'est de l'imagerie publicitaire, c'est du clip, c'est Gassot, on voit bien qu'il y a de l'argent, c'est une lecture sans doute un peu rapide. Deuxième axe, on va parler musique. Alors pourquoi j'ai envie qu'on parle de musique? Parce que d'abord, on n'en parle pas suffisamment. Or, la musique, elle fait partie intégrante du look, si j'ose dire, ou alors de air, hein, de l'oreille, du cinéma des années 80. Par exemple, Diva, c'est quoi la musique de Diva? C'est le mariage qui a vraiment séduit le public. Le mariage de la musique classique avec la diva, du rôle. Donc c'est la scène célèbre au Bouffe du Nord où elle chante évidemment ce très beau passage, qui est associé avec de la musique électro. Et c'est le croisement des deux. Subway, c'est une musique globalement déjantée. Il y a même une scène très particulière dans laquelle des personnages qui devraient jouer de la musique classique sont remplacés par des personnages qui vont jouer de la musique rock. Même le film, le premier long métrage de Carax, Boy Meets Girl, est une drôle d'association, puisque vous avez à la fois du rock, vous avez du piano classique, et puis vous avez une chanson de Gainsbourg. Donc c'est vrai que dans les mariages de musique, il y a quelque chose qui se joue, soit du côté de la sophistication, soit du côté de la culture. Quel est le cahier des charges que se donne Miller, hein? Gassot n'y est pour rien, Audiard n'y est pour rien. Le scénario y est pour quelque chose et le roman y est pour quelque chose. Quel est le cahier des charges qui se donne? Deux choses. Un, le compositeur de chevet de Miller, du premier film au dernier film, de La meilleure façon de marcher, jusqu'à Thérèse d'Esquerroux en 2012. Schubert. Vous venez de l'entendre. Schubert, le romantique, le romantisme mélancolique, le romantisme de la dépression. Hein, ce sont toutes les images que Miller associe à Schubert, qui parcourent toute son œuvre, qui est associé tout au long de Mortelle Randonnée, enfin pas tout à fait tout au long, qui est associé au deuil, à la solitude, à l'errance de Serrault dans Mortelle Randonnée. On l'entend dès le début du film, on l'entend pendant une première partie en voix intérieure. C'est comme une voix intérieure, si vous voulez, de Serrault, de l'œil. Et puis ça disparaît pendant la deuxième partie et ça reparaît, vous l'entendrez tout à l'heure, à la toute fin du film. Et ça, il le croise avec quoi? Ça va être mon deuxième extrait dans un instant. Il le croise avec du jazz, pas n'importe quel jazz, pas le jazz classique, pas le jazz des grandes jazzmen des années 40 ou 50, mais une jazz woman de sa génération, Carla Bley, qui travaille dans le jazz depuis les années 60. C'est Tavernier qui lui a fait connaître Carla Bley, Tavernier puis son ami Luc Béraud. Et donc il contacte Carla Bley d'une part pour lui emprunter un certain nombre de musiques. Il pioche dans son répertoire, et d'autre part, comme il y a une rengaine qui court dans le roman, puis dans le scénario, qui est la fameuse chanson de la Paloma, qui est associée à Catherine. Comme il est dit très élégamment au début, elle baise en chantant la Paloma. C'est la première fois qu'il y a une scène d'amour entre Catherine et son amant. Miller commande à Carla Bley des variations sur la Paloma. Vous allez tout à l'heure en entendre une qui est particulièrement bouleversante. Et c'est le croisement des deux. Ces deux musiques ne sont pas là pour créer comme ça une espèce de contraste qui serait un artifice ou qui serait une... C'est la rencontre d'une part d'une musique, la musique de Carla Bley, qui est la musique de Mortelle Randonnée, c'est-à-dire de la randonnée qui est mortelle. Et dans Carla Bley, ce qui joue, ce qui compte, c'est les cuivres, la trompette, beaucoup, et comme par hasard, aussi la clarinette. C'est le point commun entre Schubert et Carla Bley, c'est une clarinette. Alors évidemment, ce n'est pas la même clarinette.
La clarinette de jazz, c'est pas la même chose que la clarinette. Là, il y a un arc et qui, du coup, unifie d'un côté ce qui est du côté de l'intimité, du deuil de l'œil, et de l'autre, cette randonnée qui n'en finit pas et qui conduira évidemment de façon tragique. Je vous fais entendre le thème principal de Carla Bley dans ce nouvel extrait. Elle revient de Baden-Baden, elle a assassiné quelqu'un que vous allez voir assassiner dans l'extrait suivant, et elle revient dans l'hôtel Le Métropole, le vrai hôtel Métropole à Bruxelles, qui est un magnifique hôtel art déco, donc qui correspond encore à l'époque où elle est en top modèle, où elle a de l'argent, sauf qu'elle découvre que la police est à ses trousses, et vous allez voir comment la musique va peu à peu grincer. Le passage n'est pas très très long, ça dure 1 minute, comment la musique va peu à peu grincer et devenir peut-être un petit peu comme une espèce d'appel déchirant, parce que en plus de Adjani, on va avoir Serrault, et même vous allez voir apparaître un personnage pour une participation amicale qui est Jean-Claude Brialy en vieux détective qui fait partie des meubles. Bonjour, Mademoiselle Granger, vous avez fait bon voyage. Excellent, merci. Vous gardez votre chambre toute la semaine? Sans doute. Un instant, est-ce que vous pourriez me rendre l'enveloppe que j'ai mise au coffre? Je vous accompagne. Salut l'œil, toujours au cul de ta souris. Elle vient de débarquer. Pied plat m'a dit que t'étais à Montréal? À Marrakech. J'étais à Marrakech. Ah, c'est chouette Marrakech. Demande à pied plat. Il y a eu plusieurs appels pour vous. Une personne est également venue 2 fois. J'ai réfléchi, j'annule ma chambre. Bien, mademoiselle. Dis-moi, elle te fait drôlement cavaler, hein? T'as même pas le temps de poser ta valise. Je la poserai un jour, ma valise voragine. Ce jour-là, je pousserai la porte de la classe. Lâche-moi! Lâche-moi ou je te casse le bras! Vous avez entendu comme la trompette vers la fin. Elle lance des accents. Enfin, moi, je l'appelle un peu des accents déchirants. Je ne suis pas musicologue pour dessous. Au moment où Serrault dit « je la poserai un jour ma valise, le jour où je pousserai la porte de la classe hein, », ça c'est le désir qu'il a de retrouver sa fille. Lui, il sait que sa fille est morte. Et pousser la porte de la classe, il se promène en permanence avec une photo de classe de sa fille. Et il cherche exactement qui elle était, qui elle est sur la photo. Donc il y a cette notion-là. Vous avez vu par ailleurs... encore ce que c'est que ça, c'est le temps de la splendeur. Hein. Dans un instant, elle va partir à Rome avec son beau milliardaire. Donc c'est vrai que si vous pensez-y, en particulier quand vous allez voir peut-être tout à l'heure le film, cette musique de Carla Bley qu'on entend avec toutes sortes de variations, il y a toutes sortes de thèmes du début à la fin. Ça, c'est vraiment le thème que vous entendrez dès le générique, qui commence de façon très très nette, appuyée, scandée. Il y a la caisse claire hein, qui marque quoi? Qui marque la randonnée, la marche, mais la marche qui doit conduire, qui doit se résoudre évidemment tragiquement. On n'assassine pas impunément toutes sortes d'amants pour que ça se termine bien. Donc peut-être qu'on peut rattacher l'usage du jazz, et Miller est loin d'être le seul de sa génération à utiliser le jazz. Je pense en particulier bien sûr à ce que Tavernier en fait. Ça s'inscrit bien sûr aussi dans une certaine forme d'usage du jazz, qu'on peut faire remonter peut-être jusqu'à Ascenseur pour échafaud de Louis Malle, et puis l'usage que le jazz de cinéastes de chevet pour Miller, Scorsese d'une part, et Cassavetes d'autre part. Donc il y a cela aussi, hein, dans le côté crépusculaire et dans l'usage peut-être crépusculaire du jazz, sans doute qu'il y a quelque chose de ce genre-là. L'autre extrait, on va parler polar, à quoi ressemble la représentation du polar, et du coup on va parler à la fois du polar et du montage. Sur le polar, c'est une évidence de dire que le cinéma des années 80 utilise le polar, mais c'était vrai aussi pour le cinéma des années 70, c'est vrai aussi pour le cinéma des années 60, c'est vrai aussi pour le cinéma des années 50. Donc il est vrai que dans le cinéma français, comme dans d'autres cinématographies, l'usage du roman policier, l'usage de l'intrigue policière est tout de même au moins un squelette, si ce n'est davantage, qui a été utilisé par un très grand nombre de cinéastes, pas tous bien sûr, mais un très grand nombre de cinéastes. Le polar chez Miller et chez Audiard, surtout Audiard dans la dernière période, c'est un polar crépusculaire, c'est un
polar qui souligne, c'est un polar qui s'inscrit dans une certaine forme de polar américain. Le détective désabusé, un peu dépressif, pas alcoolique, hein, l'œil n'est pas du tout alcoolique, mais j'aurais presque envie de dire, enfin, je vais citer la presse de l'époque, le polar métaphysique, hein, qui s'interroge sur l'affiliation, sur l'errance, éventuellement sur le sens de sa vie, ce genre de choses. Dans le traitement du polar, c'est assez fréquent, il y a des meurtres. Le choix de Miller, c'est de ne pas en montrer, sauf un, c'est celui que vous allez voir. Ça n'est pas par sadisme de ma part, de toute façon c'est très très court. L'œil, de façon assez ironique, arrive toujours après les meurtres. Donc là, il est là pour maquiller les meurtres, pour cacher les cadavres, mais pas pour assister au meurtre. Or, celui auquel vous allez assister, c'est tout de même au bout de la 40e minute de film. Donc, vous voyez, ça met du temps. On a vu des cadavres, mais on n'a pas encore vu de meurtre. Donc, c'est un rendez-vous très particulier, aussi bien au niveau de l'écriture que du niveau du tournage et du niveau du montage. Ce qui m'amène à dire tout de suite une deuxième chose par rapport au montage. Je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, je le répète. L'une des grandes critiques contre le cinéma dit du look des années 80, c'est le montage. C'est du montage de spots publicitaires, c'est du montage de clips, c'est-à-dire tac, 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 tac. Peu importe ce que ça raconte, ce qui est important, c'est de vendre soit une chanson, soit un produit. J'avais interrogé Miller, une fois n'est pas coutume, je vais peut-être même vous lire. À l'époque, j'avais interrogé Miller et je lui avais parlé du montage. Alors, il s'était défendu, alors vous me direz, il s'est défendu, bon, bah, il peut avoir tort hein, aussi. Et il me disait la chose suivante: je me méfie de la pub, cela dépend des sujets, je faisais autant de pubs au moment de garde à vue, or on n'a pas parlé de cinéma pub parce que ce n'était pas dans le sujet. Je ne pratique pas le montage clip sur mes longs métrages, je n'aime pas ça. Bien sûr, quand je fais un film pour l'eau minérale Vittel, qui dure 30 secondes, il y a 30 plans, parce que c'est un film de pub et c'est comme ça que ça marche. Mortel Randonnée, au contraire, n'a pas du tout un montage clip. C'est au contraire un montage traditionnel, un montage fonctionnel. Ce n'est pas du clip au sens où on peut le reprocher à Benex, parce que le sujet de mon film ne s'y prête pas. Alors vous allez voir comment est monté le meurtre de Cora. Donc on retourne à Baden-Baden. Hein, c'est la jeune femme, la belle jeune femme qui a fait des avances avec Catherine, qui a couché avec elle. Catherine lui a volé ses bijoux. Et pour se débarrasser d'elle, elle lui dit: tu as oublié tes bijoux dans la piscine. Donc on retourne à la piscine et c'est là qu'elle va en profiter pour se débarrasser de Cora. Regardez comment est représentée d'une part la mise à mort, d'autre part le voyeur sur cette mise à mort, et surtout comment c'est monté, parce qu'il y a un effet qui est assez intéressant. C'est le seul meurtre auquel on assiste dans l'ensemble du film. Il y a deux choses. Il y a les deux plans au début et à la fin. Le plan en profondeur de champ sur la grande galerie, où là, Miller et Pierre Lhomme en ont rajouté sur la parodie du film policier, les orages, la nuit, la bande-son, le travelling arrière à la fin, pour marquer l'horreur, avec une certaine forme de mise à distance, l'horreur que vient de vivre l'œil, puisque c'est la première fois qu'il assiste à un meurtre en direct de sa petite protégée. Quant au meurtre lui-même, il repose en quelques plans, un simple chant contre chant entre Adjani
entre Catherine, enfin là c'est Ariane Chevalier, et Cora. Et c'est un montage abstrait en fait, et même qui est abstrait au point d'être à la limite de l'incohérence, de l'invraisemblance, puisque vous avez vu qu'elle reçoit un premier coup de rasoir, on pourrait s'attendre à ce qu'elle tombe, et puis il y a ce visage où on la voit encore debout, un deuxième coup de rasoir, et c'est le son off qui fait entendre qu'elle tombe dans l'eau et qu'elle disparaît. C'est pas un montage clip, ça c'est un montage qui ne veut pas, et j'en ai parlé à l'époque avec Miller, et Miller me disait, en fait, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu plus grand guignol. Je voulais qu'on voit la fille, elle avait une blessure, et puis elle se baissait dans l'eau pour ramasser un peu d'eau, et puis finalement, elle recevait un autre coup de rasoir. Et Georges Janson intervient et lui dit mais on va pas faire les choses comme ça. Toi qui adores Hitchcock, je vais te faire un montage extrêmement elliptique, tac, 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 tac. Mais tac, 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 c'est pas du clip ici. C'est vraiment un montage abstrait et qui renforce sans doute la froideur de la scène, la mise à distance de la scène. Et donc en 58 secondes, vous avez le seul meurtre qui est représenté dans l'ensemble du film. Bon, puisqu'on parle d'Adjani, venons-en à Adjani. Je ne reviens pas sur le choix d'Adjani. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est fascinant pour un metteur en scène comme pour un comédien d'avoir dans un film plusieurs rôles à jouer. Et donc pour une comédienne en particulier, de pouvoir se transformer tout au long du film. Non pas pour le plaisir de se transformer, mais c'est parce que c'est le scénario qui veut ça, puisque Catherine change d'identité régulièrement. Or, l'incarnation de Catherine, le rôle et même le défi de jeu pour Adjani repose sur un double paradoxe dans Mortelle Randonnée. Non pas du tout balader une star pour le plaisir de balader une star ou de la mettre en haut de l'affiche, mais premièrement parce que c'est une star qui va peu parler. Dans Mortelle Randonnée, l'un des personnages qui parle le moins, c'est Isabelle Adjani. Pour plusieurs raisons. Parce qu'elle est en représentation, tant qu'elle est la belle top modèle ou la jolie étudiante ou la vampe des palaces, parce qu'elle a un secret. Elle a un secret sur son obsession, sur qui elle est, sur son enfance, sur la disparition de son propre père. Et donc ce silence d'Adjani est un défi aussi, c'est-à-dire qu'il s'agit pour elle de jouer sur les autres éléments de son jeu d'actrice et qui n'est pas la voix. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi le seul moment où elle parle, c'est-à-dire une scène qui est une scène qui fait partie des procédés en fait de dramatisation, qui est une scène d'aveu. Donc nous allons à Rome, et à Rome, au moment où elle est au sommet de sa gloire, elle va bientôt épouser son milliardaire Forbes. 2 maîtres chanteurs, alors je n'ai pas l'occasion d'en parler davantage ce soir, 2 maîtres chanteurs incarnés par Guy Marchand et par Stéphane Audran qui s'est enlaidi pour avoir une tête épouvantable. Eux, ils connaissent Catherine Léris, ils la poursuivent jusqu'à Rome et donc ils entrent en contact avec elle. Donc là, elle prend peur et comme elle aime son Forbes par-dessus tout, elle l'entraîne dans la nuit de Rome. Et ils se rendent dans une galerie couverte. Et là, elle va lui avouer, on peut lui faire le crédit de la sincérité, là, elle est plus mythomane, elle va lui avouer sa vraie histoire. Alors, la trouvaille extraordinaire, pour moi, c'est une des plus belles scènes que j'emporterai sur une île déserte dans l'œuvre de Miller. La trouvaille extraordinaire, elle est due à Jacques Audiard, même pas à Michel, qui est que la confession, je vous l'explique un petit peu à l'avance pour que vous compreniez bien comment fonctionne la chose. La jeune femme s'arrête au bras de Forbes devant des écrans de télévision. Et sur les écrans de télévision, il y a un marchand de télévision. Sur les écrans de télévision est projeté un film muet, un grand chef-d'œuvre de Murnau qui s'appelle Le Dernier des Hommes. Le Dernier des Hommes raconte l'histoire de la déchéance d'un portier d'hôtel qui finit par devenir Monsieur Pipi. Et l'aveugle ne voit pas ça, puisqu'il est aveugle. Et donc, elle va lui dire ce qu'elle voit sur l'écran. Et en lui disant ce qu'elle voit sur l'écran, sur la déchéance de ce père, elle va glisser progressivement vers l'histoire de son propre père. Et pendant ce temps-là, Michel Serrault est caché derrière un sapin de Noël et il écoute. Et en prime, il y a la musique de Carla Bley sur la Paloma. Je vous laisse découvrir ça. Charlotte, tu as vu quelque chose?
Non, rien. C'est drôle, c'est quelque chose qui ressemble à ce que je voulais te dire. C'est un homme qui porte un uniforme avec des gros boutons et un petit chapeau en carton verni. La femme de cet homme l'a certainement quitté depuis longtemps. Elle est peut-être morte. Les filles à l'école connaissaient le chapeau verni. Les professeurs aussi. Tout le monde se moquait d'eux. Parce que le métier du père, c'était d'ouvrir les portières des taxis. Mais même ça, il savait pas le faire. Il s'est fait virer. Et il s'est retrouvé à tenir les toilettes au sous-sol d'un grand hôtel. Monsieur Pipi. En rentrant chez lui, le soir, il sent encore l'ammoniaque. Le 22 décembre, c'est l'anniversaire de sa fille. Elle a 11 ans. Une vieille voisine lui a offert des poires. C'est tout ce qu'ils ont pour dîner. Il fait très froid. Ils sont entrés dans un grand magasin pour se réchauffer. Il y avait de la musique, la Paloma. C'était très beau. Le père a dit: attends un peu, je vais te chercher quelque chose. Il a essayé de voler un pull, il s'est fait prendre. Je l'ai attendu toute la nuit à la maison. Le lendemain, 2 inspecteurs de merde sont venus me dire qu'il était mort. Bon, on aimerait en parler pendant des heures, hein. Il faudrait dire tellement de choses. Là, vous avez si j'ose dire, la voix nue, hein, et Dieu sait si elle parle peu dans le film. C'est le moment de la sincérité. Ça, pour tous ceux qui connaissent bien Hitchcock, il y a souvent dans les films d'Hitchcock, il y a un moment donné où il y a la révélation, la confession. Là, vous êtes à peu près au milieu du film. C'est le moment où il y a la confession, toute simple, l'aveu, tout simple. Donc, c'était une petite fille, pas riche, et puis son père se fait arrêter, puis il meurt dans on ne sait quelles circonstances en prison. Je crois que l'alliance, c'est une scène qui est à la fois très gracieuse et très dense. Premier écran de télévision, le couple qui marche, dernier écran de télévision, Serrault qui s'éloigne. Et l'utilisation du film, qui est quand même très bouleversant, hein, Le Dernier des Hommes, jusqu'au moment où l'écran noir et blanc occupe la totalité du cadre, comme si on plongeait. Là, du point de vue, je ne connais pas énormément de scènes qui savent, merci pour lui, à ce point représenter visuellement le transfert des histoires, qui passe par quoi? Par l'histoire du cinéma, hein, Murnau. Et si je voulais ajouter une cerise sur le gâteau, Miller aimait bien raconter à ses amis que son père, qui a eu plusieurs métiers, à un moment donné, il travaillait au cinéma Le Rex, juste après la guerre. Il portait un beau costume et il ajoutait « Tu sais le costume que porte le portier dans Le Dernier des Hommes ?» Je vous laisse vous représenter ce que ça veut dire sur l'engagement personnel. C'est un minuscule fil dans une tapisserie. Tout ce qu'il y a là derrière. Et puis, il y a un deuxième paradoxe avec Adjani, c'est qu'elle est associée en haut de l'affiche avec Serrault, mais qui ne se parle jamais, puisque c'est le scénario qui veut ça. Danet va en parler dans un instant, mais il en parlera à sa façon. Il ne se parle jamais, puisqu'il la poursuit, il la file sans se faire connaître. Parfois, vous le verrez en voyant le film tout à l'heure, parfois il se parle comme par télépathie. Tu es là mon vieux, etc. Alors ça, c'est un aspect un peu étrange, parce que tout ça, c'est en voix off. En revanche, le film est construit, il est écrit, le roman était écrit là-dessus. Le scénario le fait, et le film le fait là-dessus, et c'est fascinant pour un metteur en scène et pour 2 comédiens. Sur le fait qu'à un moment donné, bien sûr, ils auront leur face-à-face. Donc c'est l'extrait qu'on va montrer, mais sur lequel je veux m'arrêter tout de même un tout petit instant. Nous sommes à la toute fin, quasiment à la toute fin du film. Donc elle a dégringolé. Elle est revenue à Bobigny. Elle est devenue une serveuse de bar, une serveuse de friterie. C'est la petite gamine avec le blouson bleu que vous avez vu tout à l'heure, que vous allez revoir. Et lui tente de la faire rebondir. Pour la faire rebondir, il imagine de voler une mallette d'argent dans une banque, un pistolet, et il imagine de la racoler.
un monsieur de 50 ans qui racole une petite serveuse minable d'une friterie minable de 20 ans, la ramener dans sa chambre d'hôtel, laisser bien en évidence la mallette et l'argent pour qu'elle le tue, et puis qu'elle file avec, et puis que, bien sûr, elle recommence sa vie. Il n'est tout de même pas suicidaire à ce point-là. L'œil, le revolver, il est branché à blanc. Donc dans la scène qui précède celle que vous allez voir, une très très belle scène. C'est la scène que Jacques Audiard préfère dans le film. Il répète sa mort avant qu'il n'ait ramené Adjani à la maison. Enfin à la maison, dans sa chambre d'hôtel, une chambre d'hôtel minable. Avec, pendant ce temps-là, elle a toutes les polices de France à ses trousses. Donc on entend à l'extérieur les sirènes de police, tout ça. C'est donc la première fois, et c'est la seule fois, où il y a un long face-à-face, ça dure 5 minutes, un long face-à-face entre Adjani et Serrault dans une chambre d'hôtel reconstituée en studio par Cohus Velco. Pour l'anecdote, c'est censé être un hôtel Ibis, et vous allez voir la tronche de la chambre de l'hôtel Ibis. Le pauvre Gassot a eu un procès. Lui qui avait déjà plein de choses à payer, de dettes, etc. En plus, il s'est tapé un procès après la sortie du film. Là, pour le coup, si Audiard l'avait écrit, on ne le croirait pas. Or, il s'agit d'une part de mettre en présence un monsieur d'un certain âge, mûr, qui donne l'impression de racoler une pauvresse pour faire une passe. Une pauvresse qui a connu des heures de gloire, et à qui ce détective, elle ne sait pas que c'est un détective, à qui ce type-là, en gabardine, commence à lui raconter un peu sa vie, et c'est un pauvre type. Et puis elle a vu le pistolet. Donc elle va tirer sur ce pauvre type. Ce sont deux pauvres, deux pauvresses, qui échangent quoi? Leurs obsessions personnelles. Elle va commencer à lui redire que... elle a eu un père ceci, un père ceci, un père cela. Puis vous verrez finalement ce qu'elle finira par avouer. Et lui, enfin, deuxième grande scène d'aveu, lui, enfin, il va nous dire, à nous les spectateurs, il va nous dire ce qui est arrivé à sa femme, à sa fille. Vous allez voir comment Serrault le joue. Un des critiques les plus malins a dit, au sortir de Mortelle Randonnée, il faut élever une statue à Michel Serrault. Alors là, oui. Et n'oubliez pas que dans la scène que vous allez voir, et là, elle est aussi pour Serrault. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui a perdu sa fille 2 ans plus tôt dans la vraie vie. Vous êtes marié? Oui. Enfin, non, oui, enfin, je l'ai été. Ma femme est partie. Il y a déjà pas mal de temps. Elle est partie avec ma fille, Marie. Ça remonte en 58. Marie est morte en 62. Vous avez dû avoir beaucoup de chagrin. Oui. Ça va mieux aujourd'hui? Non. J'ai perdu la seule photo que j'avais d'elle. Une photo de 62 précisément. Juste avant les vacances, une photo d'école. C'est où on croise les bras avec un air de petit clown triste. Non, non, non. Marie était une petite fille très gaie. Eh oui, il est chargé à blanc. Voilà. Alors, le temps s'écoule. Je retiendrai au moins une chose, c'est 2 jeux d'acteurs. Une qui arrive du français à l'âge de 12-13 ans, avec tout ce que ça représente. 10 ans plus tôt, elle était au français, plus toute sa carrière de cinéma, et tous les immenses cinéastes avec qui elle a travaillé, Truffaut, Polanski, Téchiné. Et lui qui arrive du music hall.
et qui a 20 ans de métier de plus. Il y a 25 ans d'écart entre Adjani et... Dans une scène qui pourrait être extrêmement dérangeante, si nous ne savions pas quels sont les arrières, et d'une fille qui se prépare à tirer, d'où ses larmes, à tirer sur un pauvre type qui lui raconte comment il a été plaqué par sa femme jadis, et en plus, il est parti avec sa fille, et en plus, on a la scène d'aveu, qui est la mort. Vous avez vu comment Serrault, là, on est vraiment dans le summum de ce que Serrault peut faire dans le jeu à minima. Très très peu de choses, vraiment des souffles de voix, et suprême élégance, au moment les plus bouleversants, il nous tourne le dos, et regarde par la fenêtre. En particulier, il y a un moment où vous le repasserez en boucle en DVD, le moment où il va dire « Marie est morte ». Il prend une respiration, il se tourne vers la fenêtre et il le dit à ce moment-là. Donc, le film converge vers ça. Après, il y a le final, mais le film converge vers cela. Donc, non pas du tout, on se paye 2 stars parce que ça rapportera, mais on a ces 2 immenses acteurs, parce qu'il faut me rappeler une évidence absolue. Serrault, c'est une évidence, mais aussi pour Isabelle Adjani, immense actrice. On a ces 2 acteurs qui arrivent d'horizons différents, qui ont 2 parcours différents dans le film, et qui se réunissent ici autour à la fois de l'amour, de thèmes très très simples, l'amour, la mort, la filiation. Bon, il ne me reste pas énormément de temps, mais je pense il faudrait tout de même jeter un œil à ce que notre ami Danet écrit de ce film dont vous avez aperçu quelques images, quelques extraits. Donc en 3e temps, je vais demander déjà à Quentin de projeter la première des 2 pages. Donc l'œil ou le look, l'œil et le look. Début des années 80, regain des cahiers du cinéma qui pendant un moment dans les années 70 était un peu dans l'impasse, dans des articles très théoriques, très marqués par le structuralisme, très marqués par le marxisme-léninisme. Depuis la fin des années 70, ils reviennent dans le grand cinéma. Et là, ils mènent un combat, et Danet est à la pointe de ce combat, un combat de type esthétique, dont, si j'avais du temps, je développerais ce qu'il y a derrière. Et les premiers films qui peuvent être associés à une imagerie de look, dont Diva, de Benex, sont pris pour cible. Sont pris pour cible aussi la génération dont je vous ai parlé tout à l'heure, la génération des cadras. Donc Lecomte, Tavernier, Corneau, Miller, pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils ont pris le pouvoir dans leur génération. Pour une autre raison, c'est que ils appartiennent à une génération post-nouvelle vague et ils ne cherchent pas à refaire ce que faisait la nouvelle vague, mais ils cherchent à faire une sorte de mariage entre ce que la nouvelle vague a pu apporter, en particulier du travail sur l'intériorité, sur l'intimisme, sur une certaine forme de liberté, et un cinéma du spectacle. Raison pour laquelle, ce qui est visé aussi peut-être, c'est une certaine forme de cinéphilie. Mais là, ça m'entraînerait trop loin, je n'ai pas le temps de développer ce point-là. Et puis, tout de même, incontestablement, Mortel Randonnée, c'est signé. Le producteur, c'est le patron de Téléma, c'est celui qui fait faire des pubs à un grand nombre de cinéastes. La plupart des cinéastes que j'ai cités de la génération font des publicités, mais vous seriez surpris d'apprendre que Jacques Doyon, qui n'a pas la réputation d'un cinéma hyper commercial, Jacques Doyon faisait, comme Bertrand Blier, comme Alain Corneau, comme Miller, travaillait dans la publicité entre 2 longs métrages à l'époque. La cible, c'est donc, vous avez l'article, première page, l'œil et le look. Alors, je vais me reculer un petit peu. On ne va pas tout lire, mais à partir d'ici, ce charme est le charme du film, et bien entendu celui de la rutilance de l'image lorsque celle-ci est publicitaire, surléchée, maniaque et chère, moins destinée à être regardée qu'à être caressée. J'ai plus de... L'intérêt de cette Mortelle Randonnée, ce en quoi elle fait symptôme, dans le paysage en voie de normalisation du cinéma français, c'est d'avoir été délibérément voulu et revendiqué au moins par son producteur Gassot, comme l'application au film de des méthodes, de l'économie et de la morale spot publicitaire. Il fallait que l'argent, le soin, la qualité se voient. Il fallait même qu'on ne voie que toutes affaires cessantes. Il fallait une histoire qui n'empêche pas de les voir. Un récit trop haletant, des sentiments trop terribles, un point de vue trop personnel, aurait été gênant. Ils auraient fait oublier au spectateur qu'il est en train de tester un film prototype. Plus curieux de savoir si ça peut marcher, si un film peut être une succession de spots, que de s'interroger
sur où tout cela va. Il y a plusieurs choses intéressantes. C'est évidemment un article très très brillant et très très bien écrit, très injuste pour plusieurs raisons. Peut-être d'abord le film qui est une succession de spots. J'ai eu l'occasion de montrer 2-3 fois. Le point, évidemment, ce n'est pas le principe de Mortel Randonnée. Un récit trop haletant. Vous verrez Mortel Randonnée, si vous ne l'avez jamais vu, vous verrez si le récit n'est pas haletant. Des sentiments. C'est un film sans sentiments, donc. C'est donc aussi un film sans point de vue personnel de l'auteur. Repose précisément sur un auteurisme, on peut peut-être presque lui reprocher un trop d'auteurisme. Plus intéressant encore, le fait que le docteur Danet envoie un symptôme, donc c'est un cinéma qui est malade, qui est en voie de normalisation, et si on voulait être polémique, en voie de normalisation. En voie de normalisation parce que peut-être il laisse aussi certains sur le bord. Et le plus intéressant, c'est la phrase, où est-ce qu'elle est, là-haut. Délibérément voulu, revendiqué au moins par son producteur Charles Gassot comme l'application au film de cinéma des méthodes, de l'économie et de la morale du spot publicitaire. Je m'arrête un instant sur Gassot. C'est quand même très étonnant que Gassot soit cité. Et s'il est cité, c'est parce qu'il incarne le mal de la publicité. C'est pas normal, c'est pas courant qu'on parle d'un surtout à charge. Et surtout, il est cité comment? Il revendique ce qu'il a fait. Donc c'est Gassot, c'est le producteur qui revendique que Mortel Randonnée est un film de pub, est un film un ensemble de spots, un film où l'argent se voit. C'est très intéressant comme raisonnement. Et là, je suis obligé de faire un tout petit peu le prof de littérature. C'est très intéressant comme raisonnement parce que c'est juger un film en fonction de ce qu'on appelle dans notre métier en littérature l'intention d'auteur. C'est-à-dire que l'auteur a eu telle intention et à partir de cela, de l'intention d'auteur, c'est une expression figée. Or, l'intention d'auteur, c'était une vieille lune de la critique au XIXe siècle. Et ceux qui ont inspiré Danet, les structuralistes notamment, ont lutté contre l'intention d'auteur. Donc Danet, qui est un enfant du structuralisme, utilise un argument qui est contraire au structuralisme, à savoir de juger un film en fonction de l'intention d'auteur. Et par ailleurs, ce n'est pas l'auteur, c'est le producteur. Donc il y a un décalage, ou si l'on peut dire un méli-mélo théorique dans son affaire. Et puis surtout, ce que je trouve le plus intéressant, c'est les méthodes, l'économie et la morale du spot publicitaire. Les méthodes, on peut discuter sur ce qu'on appelle les méthodes. L'économie, bon, ça peut se comprendre, il y a de l'argent si vous voulez. Mais le dernier terme, il est tout de même très très intéressant. La morale. La morale. Donc c'est un film immoral. La publicité serait immorale. Il y a le bien et le mal. Je ne veux pas être désagréable, mais de la part de quelqu'un qui pendant 10 ans a fréquenté le marxisme-léninisme, il y a là un choix extrêmement particulier de juger en termes d'éthique un film. On peut penser tout le mal que l'on veut de Mortel Randonnée, mais de porter un jugement de type moral et d'en faire la bannière d'un cinéma immoral parce qu'il est produit par le patron de Téléma, c'est tout de même très très instructif. Deuxième page. C'est très instructif. Alors, ce qui est intéressant à ne pas tout lire, pour que vous ayez le titre de l'article, tout en haut. Alors, merci pour la Mortel Randonnée. Totalement vaine, cette Mortel Randonnée finit par exister. Son existence repose sur une greffe. Comment greffer le look, forcément publicitaire, de l'image années 80, là c'est son côté un peu Deleuze, image années 80, une image qui littéralement en a vu de toutes les couleurs, sur la vieille machine fictionnelle des années 50, faite de genres codifiés, de visions glauques, d'un monde désenchanté, et surtout devenu rétro puisqu'en noir et blanc. Le choix même des deux acteurs, Serrault et Adjani, fait symptôme. Le film, c'est l'œil contre le look. L'œil, c'est le vieux cinéma, c'est le prodigieux métier d'acteur de Serrault. Le look, c'est Adjani, c'est l'étrangeté d'une actrice qui ne saurait être que star dans un cinéma qui ne sait trop quoi faire d'une star. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans, en particulier, et c'est un des grands combats esthétiques, qui est l'attaque contre la qualité française. Alors aujourd'hui, c'est vrai que peu à peu, on redécouvre Duvivier, Carnet, Autant Lara, mais vous savez que ces cinéastes avaient été des cibles
pour la jeune critique des années 50, la jeune critique notamment des cahiers du cinéma, de façon juste ou injuste. Il y aurait beaucoup à dire. Tout se passe comme si Danet, d'une certaine manière, certains de ses collègues, je ne suis pas sûr que Toubiana était complètement sur cette ligne-là, se prennent pour la jeune critique des années 50 et donc relance le débat, relance la polémique anti-qualité française et donc plaque sur le cinéma de la génération des cadras, et ils y passent tous, hein. Corneau c'est pareil, Tavernier c'est pareil, Lecomte c'est pareil, Miller c'est pareil. Il se retrouve prisonnier de cette grille qui est la grille de la critique contre la qualité française. Quant à l'association de faire de Serrault le symbole du vieux cinéma et faire d'Adjani le symbole de la star encombrante, elle est là en tant que star, je crois vous avoir montré tout à l'heure ce que l'on pouvait dire sur l'association de ces deux personnages. Je crois que ce qui est injuste dans le papier de Danet, aussi brillant soit-il, c'est l'amalgame. Et l'amalgame qui a une volonté idéologique. C'est ça qui est brillant dans l'article de Danet, c'est que c'est un article qui se veut esthétique et qui en réalité masque une idéologie. Le post-scriptum, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, Miller a été assez affecté par cet article. Il m'a dit, de tous les articles négatifs, c'est celui que j'ai trouvé le plus brillant. Et il dit, et comme je suis un peu maso, j'ai failli lui écrire à Danet en lui disant qu'il était très bien son article, que je n'étais pas d'accord avec lui, mais qu'il était très bien. Ça a eu tout de même peut-être un effet, pas cet article à ce point-là, mais aussi peut-être une forme d'échec du film, qui est que Miller avec Mortelle Randonnée, est arrivé au bout de quelque chose. Et dès son film suivant, L'Effronté, il a voulu beaucoup de simplicité, pas d'argent, pas de stars, bref, un film le plus discret possible. Et comme en plus ce film, c'est L'Effronté, lui a rapporté un énorme succès, ce qui s'est passé, c'est que Miller s'est mis à détester Mortelle Randonnée. Et jusqu'à la fin, on lui disait, mais si, écoute, c'est vraiment un film formidable. Et peu à peu, il détestait ce film. Donc, ce qui est toujours un petit peu triste, qui est comme ça, c'était fait. Mais ma foi, les metteurs en scène ne sont pas forcément toujours les mieux placés pour le juger. Voilà, alors il est fort tard. J'aurais bien, je ne sais pas, Anne, je me tourne vers Anne, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'au moins on leur fait découvrir le final du film, ou bien est-ce qu'ils restent tous consignés pour voir le film et avoir le final? J'aimerais bien avoir un échange avec la salle. J'ai débordé, mais ça fait 2 jours que je savais que j'allais déborder. Je vous prie de m'excuser. Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être passer à l'échange, surtout que quand même le final, ceux qui vont rester le découvriront. Alors comme ça, je vous prive pas du final. Si vous avez des questions sur le final, je vous dirai quelque. Le final est millérien, c'est-à-dire qu'il y a un final spectaculaire puis un épilogue. Et c'est l'association des deux, le spectaculaire puis l'épilogue, qui est très très beau.